Tu te détends sur la plage quand soudain tu remarques une énorme volée d'oiseaux. Ils sont très excités par quelque chose près de l'eau. L'envie te prend d'aller voir ce qui se passe là-bas. Voici un conseil. Retourne t'asseoir et reste loin de l'eau. Je comprends, tu penses que tu es assez fort pour supporter quelques coups de bec d'une mouette. Mais ce ne sont pas les oiseaux qui m'inquiètent. C'est ce qui se cache sous l'eau. Les poissons sont la base de nombreux régimes alimentaires dans le règne animal, que ce soit au-dessus ou en dessous de l'océan. Le thon, le calamar et le poulpe, ainsi que les mammifères marins comme les phoques, se nourrissent d'une grande variété de petits poissons. Ils aiment particulièrement des espèces telles que le tassergale et le bar rayé. Mais ils sont également le repas préféré d'un autre ultra-prédateur. C'est pourquoi tu ne devrais pas accompagner ces oiseaux au bord de l'eau. Si tu le fais, tu risques de rencontrer une créature qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long. C'est 3 fois la taille d'un humain moyen. Ce sont les références de taille d'un grand requin blanc. S'il y a des poissons dans les parages, ils peuvent remonter à la surface de l'océan pour se nourrir. Le grand requin blanc possède la plus forte force de morsure de tous les animaux. La seule autre espèce animale qui s'en approche est le crocodile d'eau salée. Et leur capacité à mordre est très forte. Les scientifiques pensent qu'elle est 100 fois plus supérieure à celle d'un humain. Ils n'utilisent même pas les narines situées sous leur museau pour respirer. Elles ne servent qu'à faire d'eux des super renifleurs de compétition. Heureusement, nous ne sommes pas le repas préféré des requins. Et la créature ne fait pas tout son possible pour nous chasser. Les chasseurs affirment que les chances d'être attaqués par un requin ne sont que d'1 sur 3,7 millions. Ouf! Lorsque des rencontres malheureuses entre requins et humains se produisent, un requin peut confondre un humain avec un phoque ou un bar rayé de très grande taille. C'est pourquoi tu devrais rester à l'écart de ces oiseaux et poissons et laisser les animaux vivre. Tu te concentres juste sur ton bronzage dans ta chaise longue. Donc je suppose que ça veut dire que les requins ont une mauvaise vision. Pas tout à fait. Leur vision en eau claire est jusqu'à 10 fois meilleure que celle des humains qui nagent dans le même environnement. La structure de l'œil d'un requin est assez similaire à celle de notre œil. Il se compose d'une cornée, d'un cristallin, d'une rétine, d'un iris bleu profond et d'une pupille. Leurs yeux possèdent 2 types de photorécepteurs, les bâtonnets responsables de la vision à faible niveau de lumière et les cônes plus actifs à des niveaux de lumière plus élevés capables de voir les couleurs, tout comme les humains. Bien que nous ne soyons pas trop certains de la performance des bâtonnets et des cônes chez les requins, la recherche a montré qu'ils ne possèdent qu'un seul type de cône. Cela signifie qu'ils n'ont probablement pas une vision en couleur comme les humains. Cela pourrait expliquer pourquoi ils peuvent parfois confondre les humains avec d'autres créatures. Mais bon, qui est vraiment concentré lorsqu'il est sur le point de dévorer son dîner? Les yeux des requins possèdent également un tapetum lucidum. Il s'agit d'une couche de cristaux miroirs située derrière la rétine du requin. Ces cristaux permettent au requin de voir parfaitement bien dans une lumière extrêmement faible et dans une eau trouble. Les cristaux reflètent la lumière entrante, ce qui donne aux bâtonnets de la rétine une deuxième chance de détecter la lumière qu'ils auraient pu manquer la première fois. Fait amusant, les chats ont également un tapetum lucidum. C'est pourquoi les yeux de ton chat brillent dans le noir lorsque tu les éclaires. Un autre signe révélateur de la présence de requins dans les eaux des environs est la présence de baleines. Les requins sont connus pour traquer ces créatures sur plus de 160 km. Ils suivent les groupes de baleines et attendent que l'une d'entre elles devienne vulnérable avant de frapper de manière implacable. Alors, leçon apprise ? Si tu vois maintenant des oiseaux au bord de l'eau, ce n'est probablement pas une bonne chose. Contrairement à ce qui se passe lorsque tu vois des milliers d'oiseaux qui volent ensemble dans le ciel. C'est ce qu'on appelle un murmure. On peut voir des milliers d'étourneaux s'unir dans le ciel, se déplacer à l'unisson, plonger et dévier en même temps. C'est comme s'ils participaient à une sorte d'épreuve de synchronisation aux Jeux Olympiques des oiseaux. Cela se produit lorsque les oiseaux commencent à se percher sur des fils ou des arbres. Cela peut se produire dès le mois de septembre dans certains endroits et jusqu'à la fin du mois de novembre dans d'autres. Et un plus grand nombre d'oiseaux se joignent au spectacle nocturne à cette époque. Ils font ça pour nous divertir ? Pas vraiment. Se regrouper dans le ciel permet de se protéger des prédateurs comme les faucons. Il peut aussi faire froid quand on est aussi haut. Les oiseaux se rassemblent donc par milliers pour se réchauffer et échanger des informations sur les sites de nourriture potentiels. D'accord, dans ce cas, un énorme groupe d'oiseaux ne signifie rien de mal. Mais si tu en vois un jour voler vers toi dans une zone boisée, il est probablement temps de quitter les lieux.
Les oiseaux et autres animaux fuient les zones de feu de forêt. Certains animaux, comme les amphibiens, peuvent en fait rester dans le feu. Au lieu de fuir pour sauver leur vie, ils creuseront le sol pour y échapper. Mais presque tous les animaux feront de leur mieux pour partir. Oh, et n'oublie pas de sortir du chemin pendant que tous ces animaux courent vers toi. Pourquoi on ne passe pas des oiseaux aux requins ? Oui, nous savons maintenant que s'il y a des oiseaux près de la surface de l'océan, les requins seront possiblement assez proches aussi. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de requins à proximité ? Si tu te trouves dans l'océan et que tu vois des requins se diriger vers le fond de l'océan, cela peut être le signe qu'un ouragan ou une tempête tropicale est en route. Les requins peuvent sentir la baisse de la pression barométrique qui accompagne la tempête. Ils pourraient donc commencer à s'éloigner de la zone de turbulence. Les requins ne se soucient pas vraiment des humains. Ils ne s'approchent donc pas de nos plages de sable ou de nos villes. Ils les craignent. Ce sont des créatures très intelligentes qui savent que plus elles s'enfoncent dans l'océan, plus elles sont en sécurité. Mais l'océan n'est pas toujours le meilleur endroit où aller en cas d'urgence. Par exemple, si tu croises des créatures marines qui vivent habituellement dans l'eau et qui se reposent au hasard sur le sable, ne t'aventure pas dans l'eau. C'est un signe que l'eau est potentiellement toxique. Il est possible qu'une marée rouge se rassemble dans l'eau près de la plage. Les marées rouges se produisent partout dans le monde, mais une espèce d'algue les provoque surtout dans le golfe du Mexique. Une marée rouge se produit lorsque l'eau est remplie d'une quantité d'algues toxiques supérieure à la normale. Elle peut rendre l'eau rougeâtre ou brune, mais parfois la couleur de l'eau est normale. Si tu vas dans l'eau, tu peux ressentir une irritation respiratoire comme de la toux ou une démangeaison de la gorge. Si cela t'arrive, tu dois te rincer soigneusement la bouche avec de l'eau fraîche. En parlant d'eau, les grenouilles sont célèbres pour leur couassement, mais si tu les entends coasser beaucoup plus que d'habitude, c'est peut-être parce qu'il va bientôt pleuvoir. Selon une théorie, cela pourrait être lié à leur processus d'accouplement. Ils le font en premier, puis pondent des œufs dans des étendues d'eau douce. Une bonne pluie signifie plus de terrain aquatique pour les grenouilles. C'est pourquoi les grenouilles mâles invitent les dames à un rendez-vous avant les averses avec une symphonie de couassement. Si tu entends un grand nombre de bourdonnements, cela signifie que les abeilles sont plus actives que d'habitude et qu'un orage est peut-être en route. Lorsqu'elles sentent que l'orage approche, les abeilles se mettent à travailler encore plus fort et plus vite pour récolter plus de nectar avant l'orage. Et une fois qu'elles ont fini, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie, même s'il n'y a aucun signe évident de celle-ci. Leur secret réside dans des poils supersensibles situés dans leur dos, capables de capter les accumulations électrostatiques d'un nuage d'orage. Que c'est beau! Tu te promènes avec ton ami et tu regardes le ciel. Le soleil semble un peu différent aujourd'hui, comme s'il avait une sorte d'anneau autour de lui, un peu comme un arc-en-ciel. Hé, regarde ça! Ton ami lève la tête de son téléphone. Tu ne devrais pas regarder directement le... Arrête tout, dit-il brusquement. C'est un halo solaire. Il faut trouver un abri tout de suite, à moins que tu aies le plus grand parapluie du monde sur toi. Un halo solaire est un signe de la nature indiquant qu'une tempête de neige ou de pluie se prépare. Il est causé par les nuages qui sont constitués de milliards de petits cristaux de glace flottant à 6000 mètres d'altitude. La lumière du soleil passe à travers ces cristaux, de sorte qu'elle se divise et se réfracte, comme dans le cas d'un arc-en-ciel. Ne regarde pas directement le halo solaire, c'est certes très tentant car ce n'est pas un phénomène que tu peux observer tous les jours, et en plus c'est vraiment beau, mais les ultraviolets peuvent brûler les tissus exposés de ta rétine et causer de graves lésions oculaires. Donc, ça n'en vaut pas la peine. Si tu as des lunettes de soleil, ça ne devrait pas poser de problème. Ce phénomène dure environ 40 minutes. Ces nuages sont les mêmes que ceux qui peuvent parfois causer l'apparition d'un anneau autour de la Lune la nuit. En réalité, la nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Des arbres en forme de J peuvent signifier qu'un glissement de terrain se prépare. Comme le sol bouge lentement, les arbres prennent cette forme très photogénique. Essaie de trouver une zone plate et évite de t'approcher des arbres, sauf si tu as une force surhumaine. Tu es en train de faire une belle promenade sur la plage, du sable, du soleil, pas un nuage dans le ciel. Puis, d'un coup, tu vois l'eau s'éloigner du rivage. Soudain, tu peux même voir des morceaux de corail, de petits poissons et d'autres petits animaux marins. C'est un signe qu'il faut t'éloigner au plus vite du rivage. Il pourrait y avoir un tsunami en préparation.
Un tel phénomène se produit lorsqu'un tremblement de terre se produit sous l'eau et il peut déferler sur la côte à 800 km/h. Il se produit surtout dans l'océan Pacifique, mais pourquoi prendre le risque? Si tu vois un chenal d'eau agité près de la côte, reste à l'écart. Il pourrait y avoir un courant de retour sous la surface qui peut être extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière bizarre, ce qui forme des courants de retour. Tu verras peut-être un vide étrange dans les vagues où tu remarqueras des morceaux d'algues allant dans toutes les directions. Si jamais tu te retrouves pris dans un courant de retour, essaie de rester à flot et ne gaspille pas ton énergie à nager à contre-courant. Crie à l'aide et essaie de nager parallèlement à la plage. Une fois que tu es sorti du canal, nage en diagonale vers le rivage. Si tu te retrouves dans l'océan et que tu vois un groupe de requins en train de nager, ne panique pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne viennent pas forcément te croquer. La mauvaise nouvelle, les requins essaient peut-être d'échapper à une énorme tempête tropicale ou même à un ouragan. Les requins peuvent sentir ces choses, alors quand la nature se met en colère, ils se regroupent et nagent profondément sous la surface pour se mettre en sécurité. Tu ne devrais probablement pas les suivre. Pourtant, la règle d'or depuis les temps anciens est « suis les animaux ». Les insectes, les rats et les serpents quittent leur terrier quelques jours avant les très gros tremblements de terre. Les scientifiques ne parviennent pas vraiment à expliquer comment ils savent ce qui va se passer. Il semble que les animaux puissent sentir les tremblements de terre en avance, peut-être parce qu'ils peuvent ressentir ces petites ondes de choc initiales que nous ne remarquons même pas. Et si tu vois des animaux courir vers toi, cela pourrait signifier que tu es sur le point d'être dévoré, ou bien qu'il y a un feu de forêt derrière eux. Les amphibiens, comme les grenouilles, les crapauds et les salamandres, essaient de se protéger en s'enfouissant dans le sol. Les autres courent tout simplement. Avant de commencer à courir à leur côté, vérifie si tu vois de la fumée. Tu ne voudrais pas faire un sprint pour rien. Il n'y a pas que les animaux. Tu peux aussi repérer d'autres signes avant-coureurs d'une catastrophe imminente. Par exemple, si tu remarques que tes cheveux se mettent soudainement à se dresser sur ta tête et que tes bijoux commencent à bourdonner, mets-toi tout de suite à l'abri. La foudre est peut-être sur le point de frapper quelque part à proximité. Si tu es dehors et que tu ne peux pas te réfugier à l'intérieur, assure-toi de ne pas faire les erreurs suivantes. Te tenir près de structures hautes, t'allonger à plat sur le sol, rester près d'une étendue d'eau, t'abriter sous un arbre isolé, rester dans un espace ouvert. Et n'est pas l'idée, certes saugrenue, de monter en haut de l'Empire State Building. Ce bâtiment est foudroyé des centaines de fois par an. Tu aimes le ski? C'est une activité très amusante jusqu'à ce que tu ne vois plus que du blanc. Les avalanches peuvent se déplacer jusqu'à 130 km/h, alors fais attention aux signes avant-coureurs. Est-ce que tu sens un creux quand tu te déplaces sur la neige? Y a-t-il des fissures autour de tes pieds? Peux-tu voir une énorme avalanche arriver? C'est le moment de partir. Parfois, un orage mélange sa lumière bleue avec la lumière rouge du soleil et tu obtiens un vert assez impressionnant. Profites-en à une distance sûre, de préférence à l'intérieur. Ce nuage orageux qui s'étire très haut dans le ciel signifie généralement que tu es sur le point de te faire marteler par la grêle ou pire, qu'une tornade se prépare. Trouve un abri quelque part comme un parking souterrain ou une cave. Ok, nous savons que les volcans peuvent être dangereux, mais qu'en est-il des lacs à proximité? Ne sont-ils pas dangereux aussi? Les lacs qui se trouvent près de quelque chose de très chaud qui ne refroidit jamais, comme les volcans, sont comme des canettes de soda secouées sauvagement, attendant juste d'éclater. Le magma qui se trouve sous terre pousse en fait le dioxyde de carbone au fond du lac, et ce gaz reste là à attendre. Ensuite, même quelque chose de banal comme la pluie peut perturber un peu trop le lac et bam ou boum, tu vois le tableau. Plongée, natation, snorkeling, la mer peut être fascinante, mais elle est assez imprévisible. Lorsque deux courants de vagues se rencontrent, ils peuvent créer une mer croisée. Cela a l'air plutôt joli vu de loin, mais ce peut être vraiment dangereux pour les nageurs, les surfeurs ou même les bateaux. Cela signifie qu'un fort courant se déplace sous la surface. Tu te promènes sur la plage, on dirait que toutes les bonnes histoires commencent comme ça. Et tout à coup, oh, une grotte. Génial, non? Tu devrais probablement y entrer, explorer un peu et non. Si c'est la pleine lune, tu ne pourras peut-être pas ressortir de cette grotte. La pleine lune affecte la marée et la rend plus basse que d'habitude. Cette grotte est peut-être plus accessible, mais au lieu de vivre une aventure passionnante, tu pourrais te retrouver piégé là-dedans, jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors n'oublie pas tes provisions si tu veux vraiment y entrer. Un nuage mural est l'une de ces choses que tu seras à la fois excité et effrayé de voir. Effrayé parce que tu ne sais pas ce que c'est, excité parce que... Eh bien, combien de fois as-tu vu quelque chose comme ça dans ta vie?
Mais quelle que soit ton émotion, dis à tes jambes de commencer à courir. Pendant un orage, ces nuages muraux sont plus bas que tout le reste et peuvent faire jusqu'à 8 km de large. Et ils commencent à tournoyer. Tu sais ce que cela signifie. Nous sommes en 2009, en Italie. Un homme est dans sa cuisine, il voit des lumières vacillantes, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il met sa famille en sécurité. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre frappe toute la région. Sa famille a survécu grâce à sa réaction rapide. Il savait que ces lumières vacillantes étaient le signe d'un tremblement de terre imminent. Les gens voient ces lumières mystérieuses depuis des lustres. Certains pensent même que c'était une sorte de signe venant de l'espace. Les scientifiques ne les prenaient jamais au sérieux, mais après l'invention de la photographie, de plus en plus de preuves de ces étranges lumières sont apparues. Bientôt, ils ont compris le lien. Les lumières apparaissaient et très vite, le tremblement de terre se produisait. Après avoir creusé un peu, ils ont en fait trouvé des traces de ces lumières de tremblement de terre il y a des centaines d'années. Il y avait des flammes bleutées qui sortaient du sol juste avant un tremblement de terre. Retournons sur la plage une dernière fois. Si tu vois que l'océan prend une teinte rouge-brune, ne va pas dans l'eau ou même près de l'eau. Cette marée rouge est causée par des algues toxiques et c'est un phénomène que tu peux trouver partout dans le monde. Ces algues toxiques peuvent être là même si l'océan est d'une couleur normale. Avoir ces algues sur toi peut causer des problèmes de santé, alors si tu as été touché, rince-toi à l'eau douce aussi vite que possible. Quelque chose d'intéressant s'est récemment produit dans le Dakota du Sud. C'était partout sur Internet, donc tu en as peut-être entendu parler. En juillet 2022, le ciel de cet État est soudainement devenu vert. Que s'est-il passé exactement? Est-ce que ça a été causé par les humains ou par la nature? Découvrons-le. Mardi 5 juillet 2022. Peu après une forte tempête, le ciel du Dakota du Sud était encore couvert. Les habitants ont fini par sortir de chez eux et ont vu que le ciel avait pris une teinte vert foncé intense. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ils ont dit qu'ils avaient l'impression d'être dans un film de science-fiction. Sans surprise, les habitants ont immédiatement commencé à diffuser la nouvelle sur tous les réseaux sociaux. Ils ont partagé leurs magnifiques mais étranges photos sur Twitter. Elles montraient le ciel au-dessus de Sioux Falls et de quelques autres villes. Même si cela peut ressembler à quelque chose de surnaturel, ce n'est pas du tout un phénomène terrifiant. C'est un simple jeu entre la lumière et l'atmosphère. Mais un tel phénomène arrive assez rarement et signifie généralement que du très mauvais temps approche. Et c'était le cas dans le Dakota du Sud. Juste avant que les gens ne commencent à partager leurs photos, une tempête a balayé la ville de Sioux Falls. Cela a été confirmé par le service météorologique américain. Cet ouragan était terrible. La vitesse du vent était d'environ 160 km/h. Selon l'échelle de Beaufort, mesurant la vitesse des vents, il s'agit de la tempête la plus rapide et la plus destructrice. Il n'y a que 12 niveaux sur cette échelle, et si la vitesse du vent dépasse 117 km/h, c'est qu'on a atteint le niveau maximal. Pourquoi ça n'a pas fait la une des journaux? Parce que c'est plutôt habituel dans cette région. Les orages se produisent très souvent aux États-Unis, surtout pendant les mois les plus chauds. Et un orage sur 10 peut devenir quelque chose de plus sérieux comme une tornade. Celui-ci n'était pas une exception. Il s'agissait du fameux derecho. Le derecho est très répandu et de longue durée. Il s'agit en fait de la combinaison d'un groupe d'orages violents se déplaçant rapidement et de pluies diluviennes. Les gens disent souvent qu'un derecho est aussi fort qu'une tornade. Pourtant, il y a une différence entre les deux. Une tornade est un vortex, une colonne d'air en rotation. Son diamètre est d'environ 150 mètres, bien qu'il puisse atteindre jusqu'à 4 km. Et dans ce cas, il vaut mieux être loin. Mais le point principal est que les tornades tournent. Le vent se déplace très rapidement et de façon circulaire autour d'un centre invisible. Un derecho est un orage fort ou un système d'orage fort avec des vents en ligne droite. En d'autres termes, il ne tourne pas. Au lieu de cela, le derecho choisit un point quelque part et y court simplement, comme un marathonien très motivé. Si on compare un derecho à une tornade ordinaire, cette dernière a 6 niveaux de force, de 65 à 600 km/h.
Tandis qu'un derecho est un peu comme une petite tornade de niveau moyen 1 ou 2. Habituellement, sa vitesse est comprise entre 115 et 180 km/h. Et dans les deux cas, ils peuvent être accompagnés d'orages violents, d'éclairs et de pluie. Mais ce sont tout de même des phénomènes différents. Une tempête devient un derecho si la traînée de dégâts qu'elle laisse dépasse 385 km de distance et si la vitesse du vent est d'au moins 95 km/h. Il est assez difficile à prévoir. Il peut se former même par temps clair lorsque les météorologues ne prévoient pas de tempête. Et puis les vents apparaissent soudainement. C'est tellement surprenant qu'ils peuvent même sembler explosifs. Mais le service météorologique national essaie d'avertir les habitants au moins une demi-heure ou une heure avant que cela ne se produise, afin qu'ils aient le temps de se préparer et de se mettre à l'abri. Ce n'était pas différent cette fois-ci. La tempête a balayé presque tout le Dakota du Sud, ainsi que les États voisins du Minnesota et de l'Iowa. Les conséquences ont été assez sérieuses. Plus de 30 000 personnes se sont retrouvées sans électricité. Heureusement, personne n'a été blessé, notamment parce que les habitants sont plutôt habitués au derecho. Cependant, le ciel vert est quelque chose de différent. C'est devenu un spectacle très inhabituel pour les habitants. Tout le monde se demandait pourquoi cela arrivait. Était-ce un mauvais présage ou un phénomène météorologique normal ? Pour être tout à fait honnête, les scientifiques n'ont pas d'explication exacte. Mais bien qu'il n'y ait que des hypothèses, elles semblent plutôt convaincantes. Un ciel vert est un phénomène très rare. La plupart des scientifiques pensent que cela se produit lorsqu'une puissante tempête s'approche de la région avant le coucher ou le lever du soleil. Le ciel devient alors vert dans la zone. Le météorologue de NBC, Bill Karins, qui a lui-même été confronté à un événement similaire, suggère que le ciel vert est apparu à cause de l'énorme grêle qui a précédé la tempête. Tout d'abord, parlons de la raison pour laquelle le ciel est généralement bleu, ou toute autre nuance selon son humeur. Le soleil transporte simultanément tous les rayons du spectre des couleurs. Il peut nous sembler blanc, mais il possède en fait toutes les couleurs en même temps. Cependant, ces ondes de couleurs ont toutes des longueurs différentes. Par exemple, les rayons bleus sont plus courts que les autres. Ils traversent mieux les molécules d'air que les ondes rouges, si bien qu'ils nous atteignent plus rapidement. C'est pourquoi par temps clair, le ciel semble bleu. À l'inverse, les ondes de couleur rouge et orange sont très longues et se déplacent plus lentement. Elles sont donc généralement laissées derrière. Mais lorsque le soleil passe sous l'horizon ou se lève, la direction des rayons change et ces ondes nous atteignent mieux. Tout cela signifie que même si les levées et couchers de soleil nous semblent rouges et oranges, il y a en réalité toujours des ondes bleues et vertes. Mais elles doivent rebondir sur quelque chose pour nous atteindre plus rapidement et devenir plus fortes que les rayons rouges. Tu as compris où on veut en venir. C'est là que l'eau entre en jeu. Les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau. Lorsqu'elles deviennent suffisamment grosses, mais ne tombent pas encore, par exemple à cause de vents forts, elles affectent le comportement de la lumière dans le ciel. Les tempêtes violentes sont principalement composées d'eau et de grêle. Or, c'est l'eau qui reflète le mieux les rayons bleus et verts. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'eau des rivières et des lacs nous semble bleu-vert, alors qu'en réalité, elle est transparente. Il y a donc quelques facteurs clés qui font en sorte que le ciel peut devenir vert. Tout d'abord, le soleil doit être au niveau de l'horizon. Un autre facteur est que même si les nuages d'orage approchent, ils ne doivent pas couvrir complètement le ciel. Il doit encore y avoir un peu de place pour les rayons du soleil. Ensuite, des rayons bleus à peine perceptibles se dirigent vers les nuages d'orage, mais ils sont repoussés par les gouttelettes d'eau et la grêle. En se mélangeant avec le coucher de soleil rouge, ils se transforment en une lumière verte brillante. Et cette lumière verte se répand dans tout le ciel. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, lorsque le ciel devient vert, les gens ne peuvent le voir que le soir. Cela peut éventuellement se produire en milieu de journée, mais c'est très rare, étant donné que les conditions sont très spécifiques. Quoi qu'il en soit, si tu vois un ciel vert, pas de panique. Cela ne signifie pas forcément qu'une terrible tempête est en approche.
La probabilité est élevée, mais ce n'est pas une règle absolue. Il peut simplement s'agir d'une forte pluie ou d'une forte grêle. En d'autres termes, si tu vois un ciel vert, tu ferais mieux de te mettre à l'abri et de mettre ta voiture à l'abri. Mais si tu as la chance de pouvoir admirer un magnifique ciel vert depuis le confort de chez toi, profites-en. Car tu auras eu la chance de vivre quelque chose de très rare. Certaines personnes ont dit que c'était la chose la plus incroyable qu'elles aient jamais vue.